Bon, alors c'est parfait. On s'arrête là. Seulement question factuelle, combien de femmes il y avait dans la commission des droits des hommes et aussi dans les groupes de travaux? Monsieur Falquet, il y avait une question qui vous était adressée, n'est-ce pas? Non? Quelle question? Pardon. Non, je me trompe? Je crois pas. Non. Bon, alors... Non, mais moi, j'ai une réponse factuelle sur une question technique qui vient de nous être posée. La réponse est 0. Monsieur Ramadan. Alors, au début de cette rencontre, j'avais fait la distinction entre 3 sortes de laïcité. En fait, il s'agit non pas de distinguer, de dire que les laïcités peuvent être différentes. Il y a un principe dans la laïcité, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Là, on est d'accord sur cette définition de la laïcité. Ensuite, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va l'appliquer. Alors, on a défendu tout au long de ce débat l'idée d'une laïcité inclusive. Ça veut dire qu'on respecte ces normes qui sont les nôtres, mais avec l'idée qu'il faut absolument préserver l'identité des personnes quant à leurs convictions religieuses. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a parlé d'une laïcité exclusive qui, elle, alors, est une laïcité de combat, je le répète, mais qui veut absolument écarter du domaine public tout ce qui peut rappeler cette appartenance. Et ça, c'est un problème. Il est là, le problème. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire en sorte qu'une personne, dans l'exercice de sa fonction, ne puisse pas pratiquer? Parce que dans l'espace public, on s'imagine qu'il revient en droit aux hommes eh bien, d'exclure de cet espace des formes de conviction des uns et des autres. Et ça, ce n'est pas admissible, tout simplement. Quant à la laïcité intrusive, eh bien, elle consiste en fait à essayer de s'immiscer dans la définition ou dans les repères qui sont ceux des croyants pour rendre admissible ce qui ne l'est pas. Par exemple, on a parlé, répété, que la Déclaration des droits de l'homme, article 18, défend la pratique. Alors, on va avoir des démarches insidieuses, des démarches assez subtiles qui consistent à dire, bon, mais maintenant, laissons parler des prétendus spécialistes, qui vont vous dire, mais le voile, finalement, on peut interpréter les textes, le Coran, et puis voir qu'il n'y a pas de prescription du port du voile. On peut remettre en cause, et on va engager un débat. Et c'est un débat sur lequel vont se reposer les acteurs politiques pour défendre leur position. Et ça, ce n'est pas le rôle, justement, de l'État de s'appuyer sur ces considérations-là. C'est au rôle, c'est les musulmans eux-mêmes qui se définissent selon leurs références et puis qui pratiquent librement l'islam tel qu'ils le conçoivent à titre individuel. D'ailleurs, soit dit en passant, cette liberté individuelle, elle est précieuse. On doit l'admettre pour chacun, pour chacune. Et pourquoi empêcher à quelqu'un de mettre en pratique sa conviction dans un sens ou dans l'autre? Pourquoi aller contre cette liberté? Vous savez, il y a un combat mené par certaines féministes. Moi, je n'ai rien contre le féminisme. Il y a un féminisme qui doit être encouragé pour défendre les droits de la femme, notamment sur le marché de l'emploi, par exemple, de l'égalité. Mais il y a aussi le fait qu'on a un raisonnement qui consiste pour certaines à dire à la musulmane « tu es libre d'être libre à ma façon ». Ça n'a pas de sens. Si ta sœur, dans l'humanité, c'est comme ça que nous concevons les rapports humains entre chacun d'entre nous. Nous sommes des frères, des sœurs dans l'humanité. Eh bien, elle choisit de suivre une orientation. Elle est convaincue elle-même, à titre individuel, qu'elle pratique sa religion, qu'elle doit pratiquer sa religion devant Dieu de cette façon. Nul n'a le droit d'aller contre cela. Ça n'est pas possible. Il faut respecter cette conviction, il faut respecter cette liberté. La liberté, c'est la liberté individuelle pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas ramener l'autre à soi selon le modèle que l'on a de la libération de la femme. Merci. Je vous remercie, madame, de m'avoir interrogé parce que ça va me permettre de préciser ma pensée. Je précise tout d'abord un point, c'est qu'il est clair pour toutes les sociétés occidentales que les cadres juridiques régissant les relations entre les États et les religions sont
en train d'être repensées ou l'ont déjà été pour s'adapter à de nouvelles situations. Ces nouvelles situations, c'est la présence de nouveaux acteurs religieux, c'est aussi bien sûr la réalité d'un nombre croissant de gens qui sont sans confession religieuse. Il faut bien voir que par exemple en Suisse, la progression la plus forte, ça n'est pas celle de l'islam ou d'une autre religion, mais c'est bien la progression de la part de la population qui ne se reconnaît plus dans aucune confession religieuse, ce qui ne signifie pas nécessairement des gens qui n'ont pas de préoccupations spirituelles, mais c'est une autre question. Alors, il y a différents moyens d'organiser cela, et il se trouve que notamment dans l'espace francophone, on utilise souvent ce terme de laïcité. Ça n'est pas nécessairement sur l'application pratique qui en découle que j'ai un problème. C'est plutôt par rapport à un terme qui est chargé de tout un passé historique de lutte pour limiter l'influence de la religion. Ce qui me pose problème, c'est que la laïcité, elle est le résultat d'une histoire, et on l'a rappelé, d'histoires différentes, par exemple en France et à Genève. Ce ne sont pas les mêmes acteurs qui étaient en train de promouvoir la laïcité en France ou à Genève pratiquement à la même époque, par exemple. Il y a évidemment des histoires différentes, mais il y a chaque fois cette idée fondamentale que la religion est potentiellement une menace à certains égards, ou certaines formes religieuses, pas nécessairement la religion. En général, c'est certaines formes religieuses qui sont une menace et qu'on doit essayer de limiter leur influence dans l'intérêt de la société. Alors, avec le temps, bien entendu, ces querelles s'éloignant, de plus en plus, on a effectivement positivé la laïcité. Beaucoup d'intervenants qui sont des intervenants dans le domaine laïque font une action tout à fait positive qui essaye de gérer la diversité religieuse et de faire de la laïcité la base d'une gestion de la diversité religieuse. Mais il y a toujours ce potentiel, disons, ce poids, ce passif historique qui, pour moi, est un peu gênant, un peu préoccupant. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la laïcité, il y a le potentiel d'en faire quelque chose de positif, il y a le potentiel d'en faire une démarche laïciste, d'idéologiser la laïcité, mais bon, est-ce qu'on peut totalement la désidéologiser vu tout cet héritage historique? Et c'est là que j'ai un peu un problème. Je me dis, parfois, quand des mots sont piégés, est-ce qu'on n'aurait pas avantage, quitte à faire pratiquement la même chose, à éviter le terme même, avec tout le poids de l'histoire qui s'y attache, Bon, je vais vous raconter une petite histoire, ce sera ma conclusion, mais une petite histoire où j'en ai pris connaissance de façon très forte. Je racontais justement, il y a 3 semaines, cette histoire à Annie Ramadan, il y a une quinzaine d'années, avec un groupe mandaté par le DFAE. J'étais parti au Tadjikistan pour aider à un dialogue entre les forces laïques et les forces islamistes au Tadjikistan. Le Tadjikistan étant à l'époque le seul pays d'Asie centrale qui admettait un parti à référence explicitement islamique. Et alors, ce qui était très intéressant dans le dialogue entre ces gens, c'est qu'il y avait d'une part les laïcs, d'autre part les islamistes, mais que tout le monde était supposé en quelque sorte se référer comme référence ultime à un système de type laïque. D'une certaine façon, les laïcs, c'était à la fois un camp et le principe supérieur qui devait tout gérer. Et c'est là que je me suis dit, il y a quand même une ambiguïté redoutable et qui se retrouve parfois dans d'autres débats sur la laïcité. Et c'est pour ça que je vous dis, venant d'un canton où par chance elle n'est pas inscrite dans la Constitution, si j'étais à Genève je devrais m'en accommoder, mais enfin venant d'un canton où elle n'est pas inscrite dans la Constitution, où néanmoins il y a une liberté religieuse, on a par exemple résolu les problèmes de foulard dans les écoles sans problème, autorisation de port du foulard, etc. Ça n'est pas nécessairement, comme le veulent le faire parfois croire, avec un zèle missionnaire exemplaire, nos amis français qui croient que la laïcité est la réponse à toutes les solutions dans le monde. Il n'y a pas que ça pour répondre à ces questions bien réelles que posent les nouvelles situations religieuses contemporaines. Merci. Monsieur Cohn, un mot de la fin. Très brièvement, oui, très brièvement, parce que j'ai été, à juste titre d'ailleurs, interpellé sur la question du prosélytisme. Il est bien évident que cette loi exclut le prosélytisme de l'État pour permettre justement aux différentes religions de faire leur propre prosélytisme. Le mot de la fin, c'est ça? Ok.
Je voudrais dire que, puisque je suis la seule femme à la table, que les femmes de confession musulmane sont des femmes à part entière et pas entièrement à part, et que vous devrez compter avec nous, en tout cas avec elles. Et si mon voile vous dérange, effectivement, le voile de l'intolérance que vous avez sur les yeux me dérange aussi. Merci, je crois que ce sera le mot de la fin de ce débat riche en émotions, en humour et en choses très intéressantes. Il y a un apéritif dînatoire qui attend à la sortie. Merci au public, merci aux intervenants.